Donc, je propose donc cette présentation, représentation computationnelle du visage, quelques observations sémiotiques. Et vous allez voir que bon, mon positionnement, c'est aussi un tout petit peu pratique, dans le sens où je pense que c'est un vrai aussi plaisir hein, d'accueillir ici à Paris toute l'équipe Facets, qui au final, comme je voyais ici, ça commence la 3e année d'ailleurs du projet, donc on passe à d'autres sujets également. Donc, voilà, je commence. Effectivement, je pense que j'étais très content aussi de voir que Anne Béliard était dans le programme parce que ça faisait tout à fait correspondance à ce que je voulais présenter comme contexte, justement, puisque c'était en 2018, quand Anne avait organisé une journée d'études à Bordeaux, elle avait lancé le défi de data journalisme. Donc, à l'époque, également, on discutait avec Massimo sur ce projet de Facets. De découvrir, d'aller voir qu'est-ce qui se passait techniquement, concrètement, avec les outils numériques, notamment sur le web. Donc, je vais montrer quelques exemples qui ont évolué par la suite, puisque les actes, les contributions du colloque de sémiotique du design organisé par Anne ont été publiés ensuite dans la revue Interface numérique. Donc, ça a été l'occasion de pouvoir vraiment aller en détail et développer un peu ce qui a été discuté à l'époque. Et aussi, en janvier 2020, on a été plusieurs parmi nous en Varsovie, et on a discuté également avec Massimo un peu nos centres d'intérêt, nos approches, et le thème c'était Transhuman Visage. Et également, donc, ça a permis la publication quelques temps plus tard, de développer un article que ça devient une publication, et je vais présenter. Donc, d'une certaine manière, plus ou moins, un petit rapport, hein, si vous voulez, des avancées jusque-là, et qu'est-ce qu'on peut faire ensuite dans ce projet. Vous allez voir donc que ça serait très complémentaire de ce qui a été donc, présenté par Denis, dans le sens où je vais montrer beaucoup plus de... Enfin, il y a un aspect technique également que j'aimerais bien aborder ici et que j'espère que ça sera suffisamment clair également. Donc, je vais commencer par probablement rappeler hein, ou soulever les aspects disons, particulier de ce qu'on appelle la reconnaissance faciale, face detection. C'est un domaine informatique, effectivement, que si on regarde la littérature technique informatique, on verra qu'il y a plusieurs étapes ou plusieurs techniques, plusieurs sous-domaines pour accomplir justement un objectif de reconnaissance faciale. Donc, parmi ces techniques, on parle de détection de visage, c'est-à-dire que pour arriver à la reconnaissance faciale, il faut passer d'abord par la détection du visage dans une image numérique, qui est normalement une image numérique au format bidimensionnel, donc fait d'un ensemble de pixels. Une fois qu'on a détecté ce visage, nous avons donc une représentation du visage. Et c'est là où je vais me concentrer aujourd'hui, donc je ne vais pas aller un peu plus loin sur qu'est-ce que c'est la représentation du visage, puisque c'est le propos par la suite. Ensuite, nous avons identification du visage, puisqu'on a des termes, mais après, on peut identifier, par exemple, est-ce que il est penché, est-ce qu'il est, il a une certaine, il est un peu pivoté, etc. Après, on peut faire de la reconnaissance de l'expression. Est-ce qu'il est fâché? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce que à quelle quantité, à quel degré il présente ces traits? Et puis à la fin, on peut parler de classification des visages. On peut reconnaître quelqu'un, c'est-à-dire si on alimente une base de données, on peut par exemple facilement qui
Et là, on pourrait faire un logiciel qui identifie tout à fait, par exemple, le visage de quelqu'un parmi vous, de Massimo, par exemple, et on pourrait reconnaître, savoir où est Massimo aujourd'hui dans l'image présentée. Donc, à l'époque, en 2018, avec Anne, le logiciel, le point d'entrée que j'avais choisi, c'était Google Cloud Vision. C'est un API, un Application Program Interface, qui était déjà très attractif à découvrir parce qu'il était facile à utiliser. Donc, facile dans le sens où il y avait une démo qui a été faite par Google. Donc, facile dans le sens où il suffit de faire vraiment glisser, déposer d'une image pour pouvoir apprécier les résultats presque magiques de logiciel. Donc, ce point d'entrée, donc au premier, d'une démo logicielle, présente plusieurs problèmes, évidemment. D'un côté, effectivement, ce côté magique qui est en rapport à cette boîte noire, black box, on ne sait pas comment ça a été fait, on voit juste le résultat, mais on ne sait pas comment c'est fait. La question qu'on peut se demander tout de suite, c'est comment ils font? Qu'est-ce qui se passe derrière? Si on a réussi à faire cela, qu'est-ce qu'on va arriver à faire par la suite? Ou est-ce que je peux tester avec une autre image? D'ailleurs, si on teste avec des images ou des visages à l'envers, ça ne fonctionne pas. Il ne détecte pas les visages. Donc, voilà, il y a quelques composants techniques qu'on commençait à identifier. Donc, en Varsovie, on distinguait aussi que les interfaces graphiques d'utilisateurs, les systèmes informatiques, les applications, ce sont des environnements également culturels, puisqu'ils nous parlent plusieurs langues. C'est-à-dire qu'on a des vocabulaires qu'on pourrait reconnaître, mais aussi il y a des langages qui peuvent être très techniques, qui soit nous invitent à aller plus loin et voir qu'est-ce qu'il y a derrière, comment ça fonctionne, soit ils nous disent ces langages techniques, bon, vaut mieux que je reste là et je vais rester à une certaine distance et voir qu'est-ce qui se passe après. Je ne veux pas m'intéresser d'aller plus loin. Donc, évidemment, donc, ma démarche, c'est plutôt d'interroger et d'aller plus loin. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière? Comment ça se fait? Comment ça se passe? Si je crois, disons, à ces interfaces, des mots très faciles à utiliser, il faudrait que je puisse aller un peu plus loin et que je puisse accéder à ce savoir. Comment je peux faire? Et voilà qu'on parle de représentation de visage. Parce que, arrivé à ce stade en 2018, et effectivement, l'étape, et on est à un moment d'une certaine évolution technique dans ces méthodologies de reconnaissance d'images qui a commencé vraiment aux années 70, d'accord? Donc, c'est pas actuel qu'on s'intéresse à reconnaître ou à faire l'étude informatique, computationnelle des visages. C'est juste qu'effectivement, à partir de 2015, avec le développement du machine learning et puis les potentialités du processeur pour faire le calcul de beaucoup plus de données, on peut le faire à des échelles massives. Mais aux années 70, c'est intéressant, je trouve, d'aller justement redécouvrir la littérature technique et de voir quelles étaient les approches pour donc, déjà commencer à analyser, à étudier les visages. Donc, la première approche était géométrique. Donc, comme ça a été fait avant dans d'autres chercheurs en sciences humaines et sociales, on a commencé par mesurer. On mesure plus ou moins à partir d'une image 2D, bidimensionnelle, certaines distances, donc combien ça peut mesurer entre l'œil, entre différents traits. Donc, il fallait justement développer un vocabulaire pour voir, est-ce qu'un œil, je le nomme œil, ou est-ce que plutôt je le nomme point XY, et pour mesurer la distance entre un autre, on appelle ça facial features, propriété faciale. Donc, voilà quelques exemples, une représentation déjà donc, faite en 1970. À la même époque, donc, plusieurs chercheurs s'étaient intéressés à ça. Vous voyez que en fait, les techniques donc, arithmétiques, géométriques s'appliquaient bien à ce où donc, c'était un point d'entrée à ce type de problème.
OK. Donc, ensuite, on a vu un passage d'un traitement géométrique des images à un traitement des images perçues comme des signaux électriques, électroniques. Et pourquoi ce passage? Parce que vous voyez que l'informatique, au final, doit répondre, ou on attend de l'informatique la réponse à deux problèmes primaires. C'est qu'il faut que ça soit efficace, il faut que ça coûte pas beaucoup, il faut que ça soit trop cher pour qu'on puisse la déployer, et il faut que ça soit rapide également, pour qu'on puisse donc effectivement l'utiliser, l'exploiter. Donc, de ce point de vue très pratique de l'informatique, le traitement des images sous forme de signaux, c'est justement nous permet de proposer des applications qui sont très rapides, très efficaces, c'est-à-dire qui vont détecter avec un certain degré plus élevé de confiance le visage, et ils vont nous permettre aussi de faire des traitements, donc détection, etc. Ça, c'était donc la première proposition de ce qu'on appelle les Eigenfaces en 1987 de Sirovich et Kirby. Donc l'idée, c'était à partir d'un ensemble de visages, les aplatir pour faire la moyenne des images. Et puis, donc ici, il y avait ce qu'on appelle un certain alignement de visages, juste pour présenter. C'était vraiment le rendu. Et ce qui est intéressant, donc, c'est si vous consultez la littérature technique, ces figures, ces illustrations ont également donc ont l'objectif non seulement de montrer le résultat de l'algorithme qui est justement efficace, mais pour nous, je pense qu'on a l'avantage d'approcher ces littératures en se posant une certaine distanciation, et déjà on se dit, bon, mais c'est bizarre ça, non? Ces visages-là, c'est bizarre, pourquoi, ça représente quoi? On dirait un monstre, justement, comme dirait Denis. Donc, je continue un peu le parcours historique, ça va pas très loin, c'est juste pour montrer quelles sont les différentes techniques, qu'est-ce qui se passe derrière vraiment ces logiciels. Donc, les Eigenfaces continuent à être utilisés aujourd'hui, donc, sauf qu'on ne les voit pas. Donc, ça existe, disons, à une couche un peu en bas de la surface de ce qu'on voit à l'écran. C'est-à-dire que ça existe sous forme de routines. Et ici, ce qu'on voit, c'est vraiment le résultat, juste pour illustrer un article. Donc, vous voyez que là, par exemple, j'espère que ça se voit, mais bon, sinon, les présentations, vous les saurez après. Sinon, ça fait partie d'un article, justement, qui a été publié par la suite du colloque en Pologne. Voilà. Et je continue. Donc, on voit que les techniques donc, qui analysent donc, les images entendues comme des signaux, se sont vraiment répandues, sont actuellement, vraiment même le vocabulaire pour se référer à ces images, c'est vraiment éloigné de la géométrie, puisqu'on parle aujourd'hui de descriptors, classifiers, filters, transformers. Donc, c'est un vocabulaire qui vient plutôt de machine learning, de ces programmes techniques. Et je pense qu'il nous faut, justement, actuellement, ce lien, disons, dictionnaire qui permettrait de comprendre ces domaines dans le domaine de la sémiotique ou des sciences humaines et sociales. Donc, voilà, c'est juste quelques exemples. C'est vraiment ce qu'on voit. Et j'ai vraiment pris soin d'aller chercher au moins les premières publications où ces techniques ont été développées. Et ainsi de suite. Il y en a bien d'autres actuellement. Par exemple, on va le voir par la suite. Ces techniques, on les utilise où il y a plusieurs champs de développement. On a parlé déjà de FaceApp, qui peut être une application juste pour le divertissement.
à la surface, bien que peut-être que derrière, on a d'autres propos, comme par exemple l'acquisition de données, ou par exemple le marketing, mais il y a d'autres propos, il y a d'autres domaines d'application, comme par exemple l'image de synthèse, par exemple, l'industrie des cinémas, les films, etc. De plus en plus, non seulement la pub, la publicité à la télé, les objets, souvent, ce ne sont pas des objets réels du monde physique qui ont été enregistrés, mais plutôt des objets de synthèse. Et les visages, c'est de plus en plus également le cas. Et grâce à justement ces techniques qui ont été déjà développées aux années 90. Aujourd'hui, vraiment, par exemple, cette technique, juste pour donner un exemple, cette technique de placer des points, des key points sur des traits saillants, disons, sur des aspects du visage. Aujourd'hui, par exemple, Google TensorFlow nous propose presque 500 points qu'on peut analyser, qu'on peut animer, qu'on peut quantifier, et qu'on peut modéliser, qu'on peut modifier. 500 points. Donc, vraiment, le détail réaliste, c'est un peu là. À part cette technique, on a vraiment d'autres, je ne vais pas entrer dans le détail, c'est le dernier exemple, qui utilise d'autres approches pour analyser le visage. Par exemple, on a des images qui utilisent des technologies infrarouges, puisqu'on peut se poser la question, bon, comment est-ce possible que j'ai été détecté alors qu'il n'y a pas de lumière, alors que je marche dans le noir, par exemple, et bon, c'est tout à fait possible. Il y a des fractal features, comme on appelle. Il y a vous savez, des exemples de ce qu'on appelle Fisher surfaces. Bon, vraiment, la littérature, c'est vraiment tous les jours, on a des articles qui proposent des avancements là-dessus. Très bien. Bon, dernière, je montre celle-là parce que je vais la réutiliser après. Donc, observation sémiotique, d'accord. Donc, ce petit parcours qui essayait de vous montrer juste un peu comment on a fait pour arriver jusque-là, je l'ai utilisé, en effet, du point de vue d'une lecture, disons, culturelle, puisque je disais que pour quelqu'un qui découvre ces images, probablement on se dit, bon, c'est quoi ça? Et pourquoi c'est incompréhensible? C'est bizarre? Est-ce que c'est quelqu'un qui essaie de masquer son visage? Et voilà, et c'était ça le lien avec le sujet lancé par Massimo. Du coup, c'était le masque. Et comment on masque? Du coup, comme peut-être vous le savez, dans d'autres travaux, je me suis concentré sur, par exemple, des images qui viennent des pochettes d'albums. Donc, j'ai déjà une base de données faite à partir des pochettes d'albums. Donc, ma question, c'était, bon, est-ce que je peux extraire, filtrer, sélectionner seulement ces images où il y a des visages qui présentent une technique visuelle de masquage, d'occultation? Et du coup, donc, la réponse était oui. Et la réponse après, c'était utiliser un cadre inspiré de la sémiotique, justement, pour positionner et analyser quelles sont ces techniques et voir certaines tensions ou tendances également entre ces différents types de techniques de masquage, d'occultation. Donc, l'idée ou l'hypothèse méthodologique, ça serait que si on a le temps, si on a l'envie, on pourrait par exemple penser à réutiliser ces catégories et les appliquer à d'autres bases de données d'images, comme par exemple ce qu'on avait utilisé au colloque de Anne à Bordeaux, qui était sur des couvertures de magazines. Est-ce que les magazines utilisent également, est-ce qu'on peut voir des techniques de masquage, d'occultation des visages dans les magazines? Et on pourrait se poser la question et voir si ce diagramme, ce schéma existe. Pour l'instant, ce que je vais plutôt essayer de faire, c'est de justement interroger cette méthodologie, ou cette partie pratique, et d'essayer d'aller
un peu plus au-delà de ce qui nous propose Google Cloud API et aller dans ce que j'avais proposé dans un chapitre du livre de Amir Biglari, qui probablement sortira bientôt. C'est j'avais identifié également, suivant l'inspiration d'un carré sémiotique également, quelques tendances de logiciels. Il y a des logiciels qui peuvent être d'usage général, hein, très facile à utiliser, comme Google Cloud, comme les démos de Google Cloud Vision. On peut avoir en contreposition de ces logiciels à usage général, on a effectivement des positionnements qui résistent à l'usage de l'informatique, qui ne veulent pas ou qui veulent l'utiliser pour faire quelque chose de complètement différent. Mais en passant, on peut avoir par exemple des usages de l'informatique qui est plus spécialité et également de l'informatique un peu expérimentale. Donc aujourd'hui, je ne suis pas encore allé jusqu'à les usages expérimentaux, mais plutôt ce que je vous propose, c'est de faire un petit parcours, d'ouvrir un tout petit peu la boîte noire du Google Cloud Vision pour aller voir qu'est-ce qu'ils font, ces usages dits de spécialité, et voir si on peut les utiliser et quels défis nous posent, quels problèmes on rencontre tout de suite quand on essaie d'aller un tout petit peu plus loin, et qu'est-ce qui se passe quand on se dit est-ce que je peux l'utiliser pour mes propres travaux, pour ma propre recherche? Est-ce qu'on peut l'utiliser pour Facets, par exemple? Ou est-ce que ça serait intéressant d'aller voir vers cette direction? Donc, avec, justement, suivant le colloque d'Anne, justement, avec la publication donc, de communication, j'avais pensé que, par exemple, on peut penser que, j'ai pris comme exemple la revue Wired, d'accord, qui doit aussi également vous parler à l'équipe Facet, puisqu'il y a Wired Italie. Souvent, la revue Wired propose un thème binaire. Un thème binaire, par exemple, ici, même dans le titre des numéros, c'était ça, Fix Disaster. On dirait qu'il y a toujours on peut réduire à une opposition qui me semblait également explicite chez Wired, donc au niveau des couleurs, au niveau des traits plastiques. Par exemple, Fix, on pouvait manuellement l'associer à tout ce qui était blanc, et tout ce qui était blanc, au niveau des quantités de pixels, ça représentait 46% des tonalités blanches dans l'image, alors que Disaster, qui était l'autre thème par opposition dans la revue, était illustré ou présenté visuellement par la tonalité rouge, marron, donc, mais par contre, ça représentait moins de 5% de l'image. Donc, l'idée méthodologique, c'était de dire, bon, donc, ces traits, on le sait bien évidemment, ce qui est important n'est pas forcément ce qui est plus grand, n'est-ce pas? Ou ce qui est le plus fréquent. Quand on fait une image, par exemple, ce qui pose un défi pour l'analyse quantitative, c'est justement ça. Le problème, ça serait qu'on se dise la couleur la plus représentative, c'est la couleur, disons, des tonalités blanches. Donc, l'image, elle est associée, ou est-ce qu'on peut penser que l'image va nous renvoyer à des thèmes plus, je ne sais pas, la psychologie de la couleur, ça peut être plus calme, plus... Donc, là, ce que méthodologiquement on est en train de dire, c'est qu'il faut faire attention justement aux variations, aux différents types de variations, et tout ce qui est du petit degré compte et aussi très important. Donc, au final, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas juste se contenter d'une analyse quantitative où on va additionner et on va penser que ce qui est le plus fréquent, c'est le plus important, mais il faut justement voir en opposition ce qu'il y a de plus. Donc voilà, au colloque d'Anne, on a eu l'occasion de faire la même chose, mais pour 1253 couvertures de magazines. Et mon hypothèse, c'était que effectivement, la plupart du temps, il y a cette opposition binaire qu'on peut réduire facilement à ça. Et si on dit que ça serait possible, et si on a envie et on aurait un tout petit peu de temps, on pourrait positionner dans l'espace visuel une certaine carte
de couleurs et des thèmes, ou des thèmes associés à des couleurs. Est-ce que danger, c'est toujours rouge, ou est-ce que danger apparaît noir en fonction de l'opposition, justement? Cette carte donc, a été publiée donc, dans les actes du colloque. Je vais passer très rapidement pour aller plus loin, plus vite. Et puis, de toute façon, la projection, probablement, ne fait pas donc justice à tous les petits détails ici, mais on pouvait voir déjà quelques tendances. Par exemple, et quelques clichés également. Woman, par exemple, en rose, violet, etc. Mais je vais passer rapidement, ce n'était pas le propos. Moi, ce que je disais, c'est que maintenant, par exemple, puisqu'on analyse des visages, est-ce qu'on peut dire la même chose des proportions des visages? Puisqu'on analyse les visages, on détecte les visages, et souvent on dit, bon, ok, cette image, on a calculé l'image, on peut dire que, par exemple, l'expression de Patti Smith, elle est plutôt neutre. D'accord. Et du point de vue quantitatif, on pourrait dire que cette image, on la classerait très rapidement dans le côté ou dans le lot de neutre. Et je pense que justement, il faudra relativiser. Il faudrait effectivement se poser la question et voir, ok, d'accord, mais est-ce qu'il y a d'autres images? Est-ce que le fait que l'image prenne une certaine surface ou dimension dans l'espace visuel est à prendre en compte ou pas forcément? Est-ce que si j'aurais d'autres images, est-ce que une image plus petite serait aussi importante que celle qui est plus grande? Et est-ce que ça vaut la peine de mesurer, de quantifier, de faire de s'approcher à faire ce type de nouvelles classifications? Et si on dit oui, ça serait intéressant, d'accord? Comment on les met en place maintenant? Comment on les utilise? D'accord. Comment on fait pour faire quelque chose avec ça? Et on y est là-dessus. Je vais montrer un exemple, parce que ça existe, quelqu'un qui a fait justement ça à partir de 30 000 images du National Museum en Norvège. Monsieur Audun Øygard, il a fait une extraction et ce qu'on appelle une cropping, image cropping, des images. Il les présente dans une carte de tous les visages de la base de données. Donc voilà. Justement, le problème, c'est que toutes les images ont été uniformisées à la même taille. Et on devrait voir, par exemple, des images des visages plus grands et d'autres plus petits. Le problème, c'est que si on voudrait faire ça, ben, il faudrait le faire, n'est-ce pas? Donc, on y est. La même personne, donc, ce qui est intéressant, c'est que M. Øygard, il a fait ça et il a créé son propre bibliothèque JavaScript pour faire ses propres manipulations. Et il arrive donc que cette bibliothèque, elle est disponible, on peut l'utiliser nous-mêmes, et on peut elle est très très bien documentée, et je pense que de ce point de vue, c'est suffisamment transparent, disons, comme logiciel, pour qu'on puisse aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière et comment ça a été fait. Donc, la bibliothèque s'appelle CLM Tracker.js. Donc, voilà, la question que je pose à l'équipe Facet, ça serait voilà, est-ce possible de voir quand on choisit des logiciels, est-ce que je peux voir comment ça a été fait? Est-ce que ça sert à quelque chose de se poser la question, de savoir comment ça a été fait? Est-ce que je peux l'adapter, le refaçonner, le modifier? Est-ce que je peux proposer une modification profonde, justement, comme ça? Est-ce que je peux rajouter mes propres classifications? Est-ce que ça vaut la peine d'utiliser quelque chose pour le web ou non? Bon, c'est une question méthodologique que je commence à soulever. Donc, cet algorithme-là, cette bibliothèque qui produit ces résultats, bien évidemment, donc là, on a accès seulement à une couche qui est celle du code informatique. Mais justement, derrière le code informatique, on a, dans d'autres publications, on a déjà dit que derrière le code informatique, il y a des algorithmes, il y a des formats de fichiers, il y a donc de structures de données, il y a toute un édifice, il y a toute une profondeur de couches techniques qui, donc si on veut faire des modifications à la surface,
il faut descendre dans la profondeur pour voir qu'est-ce qui a été fait et proposer des changements. Donc, cette technique, elle est basée sur l'identification des 76 points sur le visage. 76 points. D'autres proposent plus. On a déjà vu que Google propose 500. Et du coup, où sont ces points? Bah, typiquement, on fait comme ça. Hein. On commence par les contours du visage, et puis on continue par les yeux, le nez, la bouche, et puis on revient sur la pupille, etc. Donc, on a 76 points. Et comment on fait? Donc, après, qu'est-ce qu'on fait avec ces points? Bah, l'idée, c'est qu'on constitue une base de données d'images. On va prendre des sujets, et pour chaque sujet, on va identifier donc, les mêmes points, et on va les stocker. Donc, justement, ce sont des représentations. On va les stocker dans une base de données. Typiquement, ça ressemble à ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Ça, c'est un fichier au format .csv. Et ce que vous voyez ici, c'est vraiment des colonnes. Voilà, est-ce que par exemple, on voit un visage déjà. Mais ce qu'il y a, on voit, c'est les coordonnées, la coordonnée x, y, n'est-ce pas, du premier point, du deuxième point, du troisième, jusqu'au point numéro 70, 76. Est-ce qu'on peut faire la même chose pour nous? Est-ce qu'on peut utiliser ça si on voudrait faire nos propres expériences? Ben, écoutez, je l'ai fait. Enfin, en tout cas, j'ai essayé, mais ça ne donne pas beaucoup de résultats, puisque ça pose beaucoup de problèmes encore, hein. Mais je pense qu'on va y arriver. Par exemple, ça, je vais juste présenter très rapidement. C'est sûrement qu'il était le plus mystérieux pour moi. Vous voyez qu'il a du mal. C'était connu trop tard, peut-être que... C'est pas que c'est de l'os qui lui pose un problème. C'était un très grand regret pour moi, et comme j'avais énormément de respect pour lui, j'ai pas essayé de... faut dire juste qu'avant je le percevais, c'est un débarquant qui... Il entrait dans une pièce, ça changeait. Là, il est stabilisé. Ça, c'est pas... Foucault, c'est pas simplement une personne, d'ailleurs, personne. Donc, voilà. Donc, pourquoi ce problème? Puisqu'on voit bien que l'image, enfin, ou l'algorithme n'a pas été entraîné sur des images, justement, qui sont médiatisées sur un support vidéo, ou encore qui portent des lunettes, par exemple, ou des chapeaux, etc., etc. Donc, est-ce que ça vaut la peine, ou est-ce que je peux modifier, ou qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que je puisse, du coup, modifier ces types de problèmes? Est-ce que l'équipe de facettes prend en compte ce type de problème? Est-ce qu'on a besoin, justement, de créer nous-mêmes nos propres points? Et du coup, oui, on a des outils qui permettent, justement, de faire des annotations à la main, vraiment à la main, hein. Il y a des Mechanical Turk qui fait ça à la main, et que nous, on passe du temps à repositionner les points, et puis ensuite, on génère ce tableau, cette base de données. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Peut-être que la suite, ça serait justement à l'occasion d'une prochaine publication de la journée des trucs, probablement. Mais sinon, également, à creuser aussi avec vous, avec quelques-uns de l'équipe, hein, pour que je crois donc mettre en place ça, créer des prototypes, des expérimentations, commencer à concevoir des méthodes expérimentales, hein, pour non seulement du point de vue informatique, mais aussi peut-être pour la personne qui regarde, mettre en place une nouvelle catégorisation, et voilà, possibilité de constituer pourquoi pas peut-être une propre base de données, commencer à avoir ce type de choses.